Le 11 novembre 1918 à l'aube, les soldats français se préparent encore à une attaque sur la Meuse. Parmi eux, Joseph-Auguste Trébuchon, recrut de la Corrèze, agent de liaison au 415e régiment d'infanterie. La veille au soir, il écrivait encore à ses parents. Nous nous agitons comme de beaux diables alors que l'armistice est peut-être signé et que nous n'en savons rien. Car s'il n'est pas signé, la guerre n'est pas encore finie. Et donc si la guerre n'est pas finie, il y a toujours grand danger d'aller remettre ça dans quelques coins moches. Le soldat Trébuchon ne peut pas savoir qu'un armistice a été signé le matin même à 5h15 très précisément dans un wagon stationné au carrefour de Rotonde dans la forêt de Compiègne. Celui qui a signé au nom de tous est Ferdinand Foch, 67 ans, généralissime des armées alliées, représentant de la croisade des 40 nations en guerre contre l'Allemagne, car la guerre en 1918 n'est plus franco-allemande. Elle a changé de nature, elle est devenue internationale. Et Foch est considéré comme seul capable d'assurer l'unité au front entre Français, Belges, Anglais, Italiens et Américains. Depuis le 26 mars 1918, Philippe Pétain est sous les ordres de Foch. Il commande seulement les armées françaises et il ne partage pas du tout les idées offensives de Foch. Il manque terriblement de réserve après les hécatombes successives. Clémenceau vient de faire lever les coquelicots de la classe 19, des gosses à qui il faut apprendre à se battre avant de les envoyer au casse-pipe. Il est clair, en mars 1918, que la France ne peut gagner seule la guerre. Elle a le plus urgent besoin des renforts américains et n'est plus en mesure d'imposer la conception française de la paix de victoire. Avec les soldats de Wilson, elle a été contrainte d'en accepter les principes. Elle a battu le rappel de l'empire colonial pour nourrir le front. Les Sénégalais viennent de tous les territoires d'Afrique et pas seulement du Sénégal. Les goumiers du Maroc côtoient les tirailleurs d'Algérie et de Tunisie, et même les Anamites. Pétain s'entend mal avec le général anglais Haig, et le rôle de Foch est de les obliger à s'entendre, parce que Haig ne se sent comptable de son armée que devant son roi, George V. Dans les communications de l'époque, dans les journaux de l'époque, on parle de nos amis les Anglais, mais en fait, on devrait toujours dire les Britanniques. Parce que dans l'armée britannique, les Anglais occupent un rôle important, mais ils sont majoritaires, bien sûr. Mais si on tient compte des autres nations des îles britanniques, c'est-à-dire des Écossais, des Gallois, de l'Ulster, puisque là on est déjà après la séparation de l'Irlande, il y a quand même une grande partie des troupes, quelque chose comme un tiers des troupes britanniques qui viennent du reste de l'Empire. L'armée britannique compte des divisions canadiennes, australiennes et même néo-zélandaises, les Anzac, qui sont morts par milliers aux Dardanelles. Les Anglais ont même engagé et armé à la hâte 2 divisions portugaises. Le roi Albert Ier de Belgique commande en personne sa petite armée engagée sur le front des Flandres. Le roi chevalier est l'idole de la presse française, toujours aux avant-postes. Il ne cesse de protester contre le viol et le saccage de son pays neutre en 1914 par l'armée allemande. Le général italien Diaz poursuit les buts de guerre de son pays, qui a obtenu des alliés des promesses territoriales. Il a dû consentir, après une dure négociation, à envoyer 2 bonnes divisions sur le front français. Lorsque Diaz devient le général en chef, on a fait les tentatives de demander aux alliés de l'entente de déplacer le front principal de la France en Italie, en déplaçant quelques dizaines de divisions anglaises et françaises. On y a pensé, on a décidé que non. Alors les Italiens peuvent compter seulement sur les Italiens, plus quelques aides, une dixième partie à peu près de l'armée italienne est faite des Français et des Anglais.
Personne ne songe à prendre l'offensive avant l'arrivée des Américains. Le président Wilson, entré en guerre depuis avril 1917, a fait appel à tous les talents pour la propagande d'enrôlement. Il a envoyé en France le général Pershing pour gagner la guerre du droit contre le Kaiser Guillaume II. 200 000 Dog Boys, c'est ainsi qu'on appelle les GI de 1918, débarquent tous les mois à Saint-Nazaire, au Verdon ou à Brest. Ils sont équipés de canons français, d'avions français, de tanks français, mais leur formidable logistique de camions, de voitures, de voies ferrées, de liaisons impressionne la population. Les officiers français les entraînent, mais Pershing exige de Foch de combattre sous son drapeau, par division, par armée distincte. Wilson est formel. Il prend la tête d'une croisade de 40 nations pour imposer la paix du droit, annoncée au monde par son message de janvier, une croisade contre l'Allemagne qui seule empêche alors le bolchevisme d'envahir l'Europe. L'Allemagne, qui depuis la paix de Brest-Litovsk, conclue avec Lénine, occupe l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes. L'Allemagne, qui possède le pétrole roumain. Alors Lénine surveille de loin les Allemands qui vont signer vaincus l'armistice de Rotonde. Ils sont désormais les alliés objectifs. Dans le wagon de Rotonde, Foch représente seuls les alliés qui se sont mis d'accord au préalable à Senlis. Il est entouré par le contre-amiral Hope et l'amiral Wemyss. Il a devant lui Matthias Herzberger, un député allemand désigné par Max de Bade le 6 novembre. Les vrais chefs de l'armée allemande sont absents. Ils ont chargé un civil de la signature. Hindenburg, le vrai maître de l'armée et du Reich allemand, a perdu son pari. En mars 1918, son premier quartier-maître général Ludendorff lui affirmait qu'il avait les moyens de gagner grâce aux renforts venus de l'Est en prenant les Américains de vitesse. Ludendorff et Hindenburg, mais parlons surtout de Ludendorff, parce que Hindenburg, c'est un prêtre non. Celui qui est le démiurge, et on le sait en Allemagne, c'est Ludendorff. Ludendorff a décidé qu'on ne peut plus rien décider, pour ainsi dire. Qu'il faut faire un trou, comme il dit, et on le verra pour le reste. Les Allemands transfèrent en mars 18 leur division de l'Est, mais en gardent 22 sur place pour assurer leur présence de la Finlande au Caucase et maintenir dans la guerre leur allié autrichien épuisé. Le jeune empereur, Charles de Habsbourg, continue à se battre contre les Italiens dans les Alpes et dans les Balkans, où les Bulgares affrontent le corps expéditionnaire allié de Salonique. Les Turcs continuent à faire face aux deux armées anglaises de Syrie et de Mésopotamie. Quand ils viennent signer l'armistice à Rotonde le 11 novembre, les Allemands ont perdu leurs alliés autrichiens, bulgares et turcs. Ils restent seuls. Alors, pourquoi cette défaite ? Ludendorff croit être vainqueur quand il attaque le 21 mars en Picardie. En 3 coups de boutoir, il détruit l'armée anglaise et épuise l'armée française. Les renforts français sont envoyés trop tard par Pétain parce qu'il redoute une autre offensive en Champagne et ne veut pas engager ses réserves. Les Allemands ont tout le temps de détruire l'armée Gougue et d'ouvrir la route d'Amiens. 250 000 Anglais sont perdus. Au nord de l'attaque allemande, l'armée Byng s'accroche au terrain. Foch fait expédier vers le nord en toute hâte plus de 20 divisions françaises. Le front est sauvé de justesse, mais pour la première fois depuis 14, les Allemands ont progressé de 60 km. La 163e division de Trébuchon est engagée dans les renforts. L'agent de liaison est gravement blessé. Il a la chance d'être évacué. Foch vient d'obtenir à la conférence de Doullens le commandement unique des armées alliées. Cette constitution d'une vraie coalition de guerre est un événement capital. Ludendorff lance son deuxième coup de boutoir le 9 avril en Flandre. Les Portugais, à peine arrivés en ligne, sont volatilisés. Les Canadiens, les Néo-Zélandais, les Australiens et les Belges se font tuer sur place.
Les renforts français arrivent. Des divisions et des divisions et des divisions, comme à Verdun. Ils sauvent une fois encore l'armée britannique. L'inondation du plat pays, décidée par le roi Albert, qui veut à tout prix sauver Gand, évite la victoire allemande. Une fois encore, Ludendorff a percé le front allié sans difficulté. Troisième coup de boutoir à la fin du mois de mai en Champagne. Le 27, le front de l'Aisne s'écroule. 30 divisions allemandes avancent sur la Marne comme dans du beurre. Les Stoßtruppen, troupes d'assaut, attaquent avec les armes nouvelles, les lance-flammes, les fusils à grenades, les Minenwerfer, les fusils mitrailleurs, un appui d'aviation important, dans une synchronisation à la seconde près avec le feu roulant d'artillerie qui ouvre le champ de bataille. On relève les blessés français par dizaines de milliers. Trébuchon voit arriver ses camarades à l'hôpital. Il n'en revient pas d'avoir échappé à cet enfer. Je suis honteux à certains jours de tant de bonheur, alors que vous êtes dans l'incertitude du lendemain et que tant de mes camarades vivent dans la grande fournaise en ce moment. Les premiers soldats américains effectivement engagés montent en ligne à Bois-Bello, près de Château-Thierry. Les Américains arrivaient. Ils arrivaient depuis 17, ils arrivaient en plus un grand nombre. Les Allemands ne voyaient pas trop. Ils savaient que ça arrivait. Ils savaient que qu'il y en avait de plus en plus. Mais ils étaient tellement prisonniers de leur propre propagande que ça ne compterait pas. Je ne sais pas vous dire si Ludendorff était convaincu de sa conviction qu'on pouvait en finir avec. Les Américains se sacrifient à Bois-Bello. Les Allemands arrivent sur la Marne, pendant que les Français s'accrochent sur les deux môles de résistance du Soissonnais et des monts de Champagne. Foch avait été surpris. Il s'attendait à une nouvelle offensive dans le nord et n'avait laissé sur l'Aisne que 7 divisions assaillies par 30 unités allemandes. Ludendorff et les autres généraux commandants sont profondément étonnés de l'avance qui, au sens de Ludendorff, est même trop rapide. Parce qu'il sait très bien que l'avance n'est pas nourrie, comme on dit. Elle n'est pas nourrie par les vrais renforts. Elle n'est pas nourrie par une locomotion qui non plus. Et que c'est des soldats qui tombent, pour ainsi dire, en avant. Et qui sont fatigués. À Paris, on craint le pire. Pétain sait que Ludendorff dispose encore de nombreuses divisions de réserve qui viennent de l'Est et qu'il peut prendre Paris. Clémenceau lui intime l'ordre de défendre la capitale. Le gouvernement, lui dit-il, ne quittera en aucun cas la place. Clémenceau couvre Pétain et Foch, mais il limoge les généraux coupables d'avoir abandonné sans les détruire les ponts de l'Aisne. Les députés lui demandent des comptes. Il leur promet de faire juger les militaires par des civils, ce qui scandalise Pétain. Dans la capitale où règne une atmosphère de défaite, le ravitaillement devient problématique. C'est la vie chère et le rationnement. On trouve difficilement à manger. Les ouvriers et surtout les ouvrières des usines de guerre se mettent en grève. Les munitionnettes veulent avoir à travail égal, salaire égal. Pour la première fois, les grévistes demandent massivement la négociation d'une paix sans victoire. Les unités du front manqueront-elles d'obus? La grève se politise. Elle devient révolutionnaire et pacifiste. Mais Clémenceau tranche, noyaute, arrête, envoie au front les plus exaltés. Et le mouvement se calme. Dans Paris, on protège les monuments contre les raids aériens. On y meurt tous les jours sous l'effet des bombes et des obus. Pas de DCA. Les Allemands semblent maîtres du ciel et Clémenceau insulte les responsables. Le canon tonne, tous les jours, dans l'axe nord-sud de Paris. Il tire depuis 100 km, depuis la forêt de Saint-Gobain. Les Parisiens lui donnent un nom, la grosse Bertha, du nom de Bertha Krupp. Le vendredi saint, un obus tombe dans l'église Saint-Gervais à côté de l'hôtel de ville. 88 morts. Comble de malheur, une épidémie de grippe espagnole tue au front l'équivalent de 2 divisions.
Elle frappe aussi l'arrière et les Parisiens sont touchés par milliers. Edmond Rostand, par exemple, l'auteur de Cyrano de Bergerac. Depuis juin, Paris se vide de ses habitants. On évacue l'or de la Banque de France. Alors tout le monde prend peur. Dans les gares où se rassemblent les enfants, c'est la panique. On attend les trains 10 heures, 11 heures sur un quai. 100 000 ouvriers sur 500 000 sont évacués dans le sud avec leurs familles. Trébuchon est toujours à l'hôpital, presque guéri de sa blessure. Les journaux parlent d'offensive. Enfin, si messieurs les Boches voulaient tout de même se décider à faire ce qu'ils ont à faire, qu'ils n'attendent pas que je sois prêt surtout. On peut bien faire le travail sans moi. On m'a assez vu là-haut. Toutefois, s'il le faut, j'irai tout de même prendre ma part de gâteau. Je ne sais pourquoi, mais je n'ai jamais pu me défaire du pressentiment que j'arriverai sur le front, juste pour l'offensive. « 15 juillet 1918. Les Allemands lancent leur dernière offensive avec des moyens surpuissants. Ils veulent emporter la décision en Champagne. Pelé et ses coloniaux se font tuer sur place. Les Italiens d'Albrocci sont massacrés. Gouraud s'accroche à la Pompelle. Les Américains à Bois-Bello, à Château-Thierry. Et les Allemands échouent. Les Alliés font des prisonniers par milliers. C'est la grande hantise de notre commandement supérieur qu'ils ont une armée qui avance mais qui s'en va en même temps. Ludendorff qui téléphone aux unités. Pourquoi vous n'êtes pas là et là? Pourquoi vous n'avez plus avancé? Faites un fin. Mon général lui disent les commandants des régiments, parce que c'est au niveau des régiments qui téléphonent, qui commencent à téléphoner. Croyant avoir tout en main, le régiment n'existe plus. Le régiment comporte 300 hommes. Ah. Le régiment n'existe plus. On n'a pas, ce qu'on n'avait surtout pas, c'était la locomotion. On n'avait pas de camion. N'est-ce pas? C'est traumatisant pour les Allemands à ce moment. Ils roulent à des camions tirés par des mules et ils voient arriver d'abord évidemment des hommes bien nourris, américains, et puis ils voient la locomotion qu'ont les autres qui n'ont plus. Et que c'est, à mon avis, le facteur décisif. Ce que les Allemands savaient à merveille faire, c'est mettre, pour ainsi dire, du ciment dans le terrain. Faire comme partout des blocos, partout des grands établissements en béton. Ce qu'ils savaient faire aussi, c'est de très bons et grands canons. Mais ils n'avaient aucune idée concernant les camions et, vous le savez, des tanks. Les Français ont enfin mis au point l'arme de la victoire, le char léger Renault, qui précède et soutient les fantassins. Les Allemands avaient méprisé le char, ils n'en avaient pas. Et ils voient sortir 500 Renault de la forêt de Villers-Cotterêts le 18 juillet à l'aube. C'est l'attaque de Mangin, 13 divisions françaises, 5 américaines, avec 3000 avions et des canons par milliers. Le 18 juillet, c'est la vraie catastrophe, parce que là, on est pour la première fois confronté à la guerre nouvelle, à la guerre des chars. Ludendorff est en principe le type qui est modernisateur par excellence, mais qui semble s'être arrêté à certains moments. Ludendorff, en 14, il est ultra moderne. En 18, il ne voit plus la réalité. Il ne connaît plus le front. Il y est allé. Un 16, voir sur la ligne Hindenburg, un peu, il a regardé, puis il s'en est allé. Tout était bien commandé. Il n'est pas revenu sur le front, si j'ai bon souvenir. Il a eu son téléphone. Et puis il commande à l'armée de Ruprecht d'avancer par tel chemin. Et Ruprecht lui dit par téléphone, général, cette armée n'existe plus. Ah, je ne savais pas. C'est pas comme ça qu'on fait la guerre moderne. Un déluge de feu a obligé les Allemands à se replier le 18 juillet sur la Vesle, puis sur l'Aisne. 3 semaines plus tard, Foch lance une grande offensive en Picardie.
Cette offensive de 8 août est pour les Alliés le vrai jour de la victoire. Parce que Ludendorff, surpris par l'importance des effectifs américains, anglais et par les chars, sait qu'il ne peut plus gagner. Il écrit au Kaiser, en ce jour de deuil de l'armée allemande, pour lui demander de chercher une issue par d'autres moyens que militaires. Les Alliés doivent aussi leur victoire à l'aviation d'assaut. C'est fini le temps des as, du combat individuel. Les aviateurs ont attaqué par escadrilles entières, par centaines et centaines d'avions, les tranchées à la mitrailleuse, les gares à la bombe. Les sous-marins allemands coulaient jusqu'à 800 000 tonneaux de navires alliés par mois. Ils voulaient affamer l'Angleterre et empêcher l'arrivée des transports américains. Les Alliés ont trouvé la parade, escorte des navires, grenadage des sous-marins, repérage par le son. Les chantiers américains assurent la sortie d'une flotte de 30 millions de tonneaux. Alors, la bataille est gagnée. D'août à septembre, la guerre se prolonge parce que ni les civils, ni les militaires ne veulent prendre en Allemagne la responsabilité de traiter. Le soldat Trébuchon est en convalescence. Il visite Paris envahi par les permissionnaires alliés. Paris où frissonne déjà la victoire. Je me prends à vivre, à aimer la vie et à m'y rattacher d'une façon incroyable. J'en fais des projets d'avenir, j'en bâtis des châteaux en Espagne. Je ne me reconnais plus. Jamais sur le fond je me serais permis pareille chose. J'étais un blasé, un résigné, attendant tout avec une égale indifférence. J'en suis loin maintenant, et j'ai peur du réveil. Il sera cruel, j'en ai peur. En septembre, les Allemands retrouvent à l'arrière les cantonnements de béton de leur vieille ligne Hindenburg. Seuls les Américains réussissent à enlever avec 270 chars Renault et l'appui de 4 divisions françaises la hernie de Saint-Mihiel le 15 septembre. Pershing vient de remporter sa première victoire. Depuis le 26 septembre, les Américains se font tuer dans l'Argonne. Les Allemands établissent des lignes de repli successifs entre la Meuse et la Suippe. Les Anglais prennent Saint-Quentin, mais sont bloqués devant Valenciennes. Les Belges devant Bruges. Hindenburg fait procéder à la destruction de tous les ponts, les viaducs, les tunnels. Il mine les routes et les usines. Le dimanche 29 septembre, Guillaume II réunit à Spa, Hindenburg et Ludendorff. Ils sont prêts à accepter un gouvernement parlementaire qui signera la paix. Tout, mais pas le déshonneur de l'armée. Que des civils, n'importe lesquels, signent à la place des chefs militaires. Ils n'iront pas à Rotonde. Ludendorff, il fait des mouvements les plus divers en avant et en arrière. Ludendorff, qui demande urgemment la négociation politique et l'armistice, se reprend quelques jours plus tard, parlant de la possibilité d'une victoire. Les hommes politiques ne s'y connaissent plus du tout. Mais il faut dire qu'il est certain que notre gouvernement à Berlin n'avait plus aucune idée de ce que c'était que la guerre en France et ailleurs. Ludendorff connaît parfaitement la carte de guerre. Il sait que les Alliés entourent la Russie bolchevique d'un cordon sanitaire, qu'ils veulent aussi désarmer l'Allemagne à l'Est. À Mourmansk, à Arkhangelsk, les Anglais ont débarqué pour protéger les immenses stocks d'armes fournis au tsar, avec l'aide de 500 marines américains et de soldats français. À Vladivostok, port russe du Pacifique, terminus du Transsibérien, les Japonais ont débarqué. Dangereux alliés qui ont déjà fait main basse sur les possessions allemandes en Chine et dans le Pacifique. Maîtres de la Corée, ils veulent occuper la Sibérie et la Mongolie. Les Américains sont obligés d'accourir
pour contenir les Japonais, mais aussi pour écarter les bolcheviks du port libre de Vladivostok qui donne accès au Pacifique. Wilson, toujours hésitant, vient d'accepter de contenir le bolchevisme par les armes. Les Américains accueillent les Tchèques de l'armée autrichienne prisonniers des Russes et libérés par l'armistice de Brest-Litovsk. Ils se sont emparés de stocks d'armes en Russie. Wilson décide qu'ils seront embarqués vers le front de l'Ouest. En Mésopotamie, où ils dominent les puits d'Irak comme ceux d'Iran, les Anglais remontent les fleuves, envoient une colonne motorisée sur Bakou, où les Allemands disputent le pétrole à leurs alliés turcs. La bataille tourne à l'affrontement économique pour la possession du pétrole russe. Les Allemands le convoitent, et aussi les bolchevistes. Les puits reviendront finalement aux cavaliers de Trotsky, précieux pétrole de Bakou qui alimente déjà la guerre et fournira demain avec les puits d'Iran les moyens d'engager la révolution industrielle du pétrole. Sur le front de Salonique, Franchet-Desprez attaque le 15 septembre. Il vient d'être nommé en remplacement de Sarrail parce que Clémenceau le juge indésirable sur le front français. Il est à la tête d'un corps international où les Italiens poursuivent leur but d'expansion vers l'ouest du côté de l'Albanie, les Serbes la reconquête de leur pays, les Grecs républicains l'écrasement de leur ennemi turc, les Britanniques la reprise des Dardanelles. Serbes et coloniaux français emportent à l'arraché le massif du Dobropolier, une montagne abrupte, crevassée, redoutable. La haute vallée du Vardar est ouverte. Les chasseurs d'Afrique et les spahis du général Juino Gambetta prennent Prilep et gagnent Skopje. Ils font bientôt boire leurs chevaux dans le Danube. Ferdinand de Bulgarie signe l'armistice le 30 septembre. Ludendorff sait qu'il ne peut plus compter sur le pétrole roumain. Le général anglais Allenby, remonté d'Égypte avec une armée bien équipée qui a libéré Jérusalem et engagé 3000 combattants juifs. Il engage l'avenir de l'Angleterre en recourant au secours des combattants arabes de l'émir Faisal, ameutés par le colonel Lawrence, et qui, par le désert, ont rejoint Damas, libéré la Syrie. Comment l'Angleterre, qui a garanti grâce à Lord Balfour l'existence de la communauté juive de Palestine, pourra-t-elle la faire cohabiter avec les Arabes vainqueurs qui demandent déjà la création d'un royaume? La cavalerie anglaise attaque les Turcs sur le front de Syrie. Les lignes sont rompues. Une charge de 40 km permet de prendre Damas. À Constantinople, les jeunes Turcs se déchirent entre eux. Le sultan Izzet Pacha reprend le pouvoir. Il fait signer à ses généraux l'armistice de Mudros. L'amiral anglais Calthorpe a désarmé la Turquie et la flotte anglaise entre enfin dans le port de Constantinople. Le 1er novembre, les renforts français montent encore au front. On a rabattu les disponibles des dépôts. Trébuchon s'inquiète. Le renvoi au front est pendu sur moi comme une épée de Damoclès. Je ne resterai plus bien longtemps ici, je le sens. Quel malheur tout de même de s'attacher ainsi aux bonnes choses qui passent. Je me suis bien retrempé ici de toute façon, mais j'ai peur d'y avoir émoussé un peu mon courage et mon indifférence à toutes les situations. Ludendorff sait qu'il ne peut plus compter sur son allié autrichien. L'empereur Charles visite le front à la tête de ses fidèles dragons. Il découvre que la situation est désespérée. Il a bien tenté de percer en juin le front italien sur la rivière Piave en un dernier effort. Il n'a pas réussi à enfoncer les positions italiennes parce qu'elles étaient renforcées de canons français. Lorsqu'on arrive à octobre, encore la guerre n'est pas décidée. Dans les premiers jours du mois, les Autrichiens et les Allemands aussi commencent à penser à la possibilité d'ouvrir des tractatives d'armistice avec Wilson, avec le président des États-Unis. Pas directement avec l'Italie.
pour ce qui concerne l'Autriche. Nous sommes pendant la première semaine d'octobre. Et quel est le but de Karl, l'empereur, et de ses conseillers politiques et du commandement suprême autrichien? Le but est restituer les territoires occupés à Caporetto et après Caporetto et garder la frontière précédente. Ça n'est pas possible pour les Italiens. C'était comme avoir combattu 3 ans pour rien. Il faut alors combattre. Les Italiens ont enfin oublié le désastre de Caporetto. Diaz a ajourné son offensive de semaine en semaine. Il se lance quand il apprend que l'Autriche-Hongrie est déjà en révolution. Les Italiens attaquent le 24 octobre sur le Piave et sur le Monte Grappa. Le 28, le Piave est franchi. Les Autrichiens commencent leur retraite. Les arrières de l'empereur Charles sont menacés. 2 divisions hongroises refusent de monter en ligne. Les Italiens, le 30 octobre, sont victorieux à Vittorio Veneto. La rupture du front autrichien est confirmée. La retraite se change en déroute. À ce moment, Karl, l'empereur autrichien, a écrit le 27 à l'empereur Wilhelm, le Hohenzollern, l'empereur d'Allemagne, et a lui dit je ne peux pas résister. Nous ne pouvons pas résister, pour raisons militaires et politiques. Wilhelm, le jour après, a dit tu dois résister. Il serait déshonorable de nous laisser tout seuls. Mais le matin du 29, les premiers parlementaires autrichiens franchissent les lignes italiennes. C'est le premier qui demande l'armistice. Le débat qui portera à l'armistice de Villa Giusti, qui est signé à 18 heures de dimanche 3 novembre, est pensé politiquement dans ces articles à Paris, au Quai d'Orsay. 3 heures avant, à 3 heures de l'après-midi, les Italiens sont entrés à Trento et à Trieste, qui sont les villes symboles de la guerre des Italiens. Les villes qu'on voulait libérer, les villes que les Autrichiens ne voulaient pas donner aux Italiens. À Vienne, l'empereur Charles, qui va se retirer dans son château de Schönbrunn, n'a plus ni armée, ni marine, ni empire. Les troupes hongroises sont rentrées chez elles pour protéger leur pays contre les Roumains qui ont été réarmés par les Français et qui s'avancent en Transylvanie. À Budapest, comme à Prague, c'est la révolution. Les Hongrois veulent se séparer de Vienne. Les Tchèques acclament leurs leaders politiques, Kramar, Masaryk et Beneš, les héros de la résistance nationale. Ils décrochent les emblèmes du pouvoir impérial, ils crient « Vive la République !» À Budapest, le comte Károly a pris le pouvoir et proclamé la sécession de la Hongrie qui ne veut plus rien avoir avec Vienne. Et à Vienne, les Allemands d'Autriche, pratiquement seuls, commencent à regarder vers les Allemands de Berlin. L'Autriche sort de la guerre, la Turquie aussi, la Bulgarie. Où on est? On est redevenu la seule Allemagne encerclée, si vous voulez, et qui n'a plus d'alliés. Donc, qu'il n'y a plus de renforts, il n'y a plus de vivres, il n'y a pas de locomotion. Donc, le moment est de plier bagages, de consentir à une paix. Et c'est à ce moment-là, d'une façon un peu pas assez sincère, à mon avis, qu'on prend refuge dans les 14 points de Wilson. De Washington, Wilson mène seul les négociations préliminaires d'armistice. Il envoie d'abord une note de principe le 8 octobre, puis une autre, plus contraignante, le 14, demandant le désarmement de l'armée allemande et l'arrêt de la guerre sous-marine. Enfin, il exige le départ de l'empereur et du grand état-major. Wilson parle en maître. Il a 2 millions de soldats américains sous les armes et sa flotte ravitaille tous les alliés.
Ludendorff démissionne, les Allemands s'inclinent. Reste l'empereur avec le nouveau gouvernement Max de Bade. Le problème est qui signe. Et le fait est saillant, et ça a tellement rempli les âmes pendant la République de Weimar que c'était les civils qui ont signé. Les militaires ont dit qu'ils ne signent pas parce qu'ils n'y peuvent rien. Et c'est vraiment la traîtrise. C'est la fuite de leur propre responsabilité. Ils étaient tellement compétents, jugés compétents, puissants. C'est la honte qu'ils se soient allés comme ils se sont allés. La flotte militaire de Kiel se mutine le 3 novembre. Des soviets de marins et d'ouvriers prennent la ville. On redoute la sécession de la Bavière qui s'attend à une invasion italienne par le sud. Entre le 6 et le 9 novembre, entre le moment où la commission d'armistice a été désignée et l'arrivée au QG de Spa de courrier de Foch, la révolution a gagné toute l'Allemagne. De Kiel, le mouvement a atteint Hanovre, puis Brunswick, Cologne, Magdebourg, Düsseldorf et même Koblenz. À Munich, le socialiste Hébert a proclamé la République de Bavière. Le 7 novembre, les socialistes de Berlin ont remis un ultimatum. Le 8, Guillaume II refuse de céder. Il reste à Spa, protégé par l'armée. Mais au matin du 9, la révolution éclate à Berlin. L'armée refuse de marcher sur la ville où les chasseurs font défection. Quand Guillaume II accepte enfin de renoncer à l'Empire et part en Hollande, Max de Bade démissionne, remplacé par le socialiste Hébert. Liebknecht refuse de faire partie du gouvernement. La République est alors proclamée. Depuis le 7 novembre, les voitures des plénipotentiaires allemands dirigées par le ministre d'État Erzberger ont franchi les lignes françaises à Autroy, au sud-ouest de La Capelle. En France, des voix s'élèvent pour demander la poursuite des combats jusqu'à la victoire totale. Mais Foch et Clémenceau estiment qu'ils n'ont pas le droit de risquer la vie d'un seul soldat si les Allemands sont vraiment prêts à traiter. Le soldat Trébuchon du 415e d'infanterie a rejoint son unité depuis quelques jours. Il ignore tout de la rencontre de Rotonde. Petite répétition hier au soir pour la finale. Oh, rassure-toi, il ne s'agit pas de guerre ni de combat. Nous avons simplement eu un avant-goût du spectacle que nous vaudra la signature de la paix. Quelle cuite, Seigneur, quel vacarme, quel grabuge. Les bistrots se souviendront du bataillon. Les plénipotentiaires prennent à Tergnier le train spécial vers Compiègne où le train de Foch les attend. Dans le wagon, il vérifie leur pouvoir et leur fait connaître ses conditions. Ils ont 3 jours pour accepter. Le 11 novembre, à 5h10 du matin, très exactement, Foch relit le texte de l'armistice à Erzberger, qui signe. Quand les Parisiens l'apprennent, l'enthousiasme est délirant. Un orchestre de noirs américains joue sur les marches de l'opéra. On danse, on chante, on s'embrasse. La foule emplit les grands boulevards. Elle s'entasse sur la place de la Concorde devant le Palais Bourbon. Elle attend Clémenceau. Il est ovationné à la Chambre où il reçoit un hommage spécial, ayant comme Foch bien mérité de la patrie. On salue en lui partout le Père la Victoire. Et il fait pleurer les députés de la Chambre en rendant hommage aux grands morts qui nous ont fait cette victoire, dit-il. La foule se presse à l'Arc de Triomphe, où ne repose pas encore le soldat inconnu. La victoire n'est pas seulement française, même si la France martyre a fourni le plus grand effort, avec ses 1 300 000 morts et tous ses disparus. Elle est celle de tous les peuples libres de l'Ouest, la victoire, de tous ceux qui, même d'Afrique ou d'Asie, sont venus mourir dans les armées alliées. La victoire tourne une page dans l'histoire du monde
même si l'on n'en est pas encore tout à fait conscient. L'Europe ne sera jamais plus celle de la reine Victoria et des empires historiques de Vienne, Constantinople et Pétersbourg. Le monde a désormais 2 pôles et 2 maîtres à penser, Wilson et Lénine. Les républicains se rendent dans les jours qui suivent en Lorraine, dans Metz libérée où l'on abat la statue de Hindenburg, à Colmar, à Strasbourg, où Clémenceau et Poincaré font acclamer la France. Tous les chefs d'État viennent à Paris, et d'abord le plus populaire d'entre eux, le roi d'Angleterre George V. Les fêtes du 11 novembre à Londres sont interminables. Mais la joie ne fait pas oublier aux Anglais que pour la première fois de leur histoire, ils ont été soumis à la conscription et sont morts par centaines de milliers dans une guerre sur le continent. Les voilà engagés, qu'ils le veuillent ou non, dans la garde de l'Europe. À Londres, the war weariness, c'est-à-dire la fatigue de guerre, l'usure de la guerre, va être le sentiment dominant. Et bien sûr, il y aura quand même une explosion de joie, mais je pense que l'espèce de fatigue par rapport à la guerre est peut-être le sentiment qui domine. Et très vite, évidemment, suivi par le sentiment du deuil. En fait, je ne sais pas si vous savez que le 11 novembre n'est pas une date nationale en Angleterre. Et ça n'est pas célébré. On fait d'une pierre deux coups, on met toutes les victimes de toutes les guerres, y compris les Falklands, et c'est le premier dimanche de novembre. Donc on n'a pas une journée spéciale, rien qu'à se concentrer sur cette mémoire-là. Néanmoins, il y a ce coquelicot que tout le monde achète, qui correspond à l'idée qu'on se faisait à l'époque, les roses de Picardie, c'est une chanson fameuse. Et de nos jours encore, tout le monde achète un coquelicot qui va pour les œuvres de l'armée, les anciens combattants, les victimes de guerre, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis l'année dernière, il y a de nouveau un mouvement qui semble émaner de la base, qui semble être une question des jeunes. Ça a été proposé à la Chambre, on a été d'accord, Tony Blair en a fait partie, etc. Et le 11 novembre, on en parle en termes populaires comme étant vraiment la 11e heure du 11e jour du 11e mois. Et cette année, on a eu une minute de silence, qui avait disparu depuis l'entre-deux-guerres, je crois. Albert Ier, le roi chevalier, est reçu en triomphe dans Paris avec son épouse. Le jour du 11 novembre, il a fait son entrée dans Gand, libéré de 4 ans d'occupation. La Belgique aura beaucoup de peine à obtenir, alors qu'elle était neutre, réparation pour les dégâts et pour les pertes qu'elle a subies. Le roi Victor Emmanuel III est aussi parmi les vainqueurs. Il est à Paris l'invité de Foch et il précède son chef de gouvernement, Orlando, qui se méfie beaucoup de la paix de Wilson. Les Italiens avaient déjà fini leur guerre au 4 novembre. Le 11 novembre ne signifie pas grand-chose. C'est un reflet qui arrive de loin et qui confirme ce qu'on sait déjà, que la guerre est finie et qu'on a vaincu. Peut-être, ou sans peut-être, sans doute, une autre démonstration que chacun pays, chacun peuple avait fait, avait pensé, avait vécu sa propre guerre à l'intérieur de la guerre européenne. Les traitatives de paix, la conférence de la paix, se chargerait de les démontrer encore plus. Wilson est le vrai vainqueur de la guerre, on pourrait dire le seul profiteur. Sans l'intervention financière, navale, économique, militaire de l'Amérique, la croisade du droit des 40 nations n'aurait pu aboutir. Alors les États-Unis fêtent à Washington leur première victoire dans une guerre mondiale.
Ils ont l'espoir d'imposer pour toujours la paix au monde, la paix du droit, sur la base du respect des nations et des démocraties. La paix garantie dans un temple, celui de la SDN à Genève. Mais aussi la paix de la liberté, de l'ouverture des frontières, de la liberté des mers, de la liberté des marchands. Quel plus beau rêve de paix que l'égalité des hommes enfin garantie. Les Juifs de Roumanie et de Pologne, les Arméniens menacés par les Turcs, et de toutes ces minorités opprimées dans toute l'Europe et ailleurs, qui se réveillent soudain pour acclamer Wilson le Juste. Sur le front, à 11 h du matin, les têtes des combattants sortent progressivement des tranchées. Ils ont entendu sonner le cessez-le-feu, mais ils ne veulent pas y croire. Certains parviennent à fraterniser. D'autres restent silencieux, pensant peut-être à leurs copains morts. Les canons viennent seulement de se taire. Sur le front de Meuse, le 415e régiment d'infanterie s'est battu jusqu'à la dernière minute. Ce n'est qu'une demi-heure avant la fin des combats que l'agent de liaison Trébuchon est chargé de porter la bonne nouvelle en première ligne, sous le feu de l'ennemi. À 10h50, avant d'atteindre le poste de commandement, Trébuchon est touché d'une balle en plein cœur. Il est le dernier mort officiel de la guerre. Après 4 ans passés sous l'uniforme dans les tranchées de la plus dure des guerres, il est tombé 10 minutes avant la fin des combats. Il a échappé à tout, sauf à la dernière balle.